On recevait ici même, il y a un mois, Jean-Louis Ball, le président des syndicats des énergies renouvelables, et il nous déclarait: «Le projet du Tréport montre ce qu'il ne faut pas faire». Je crois que c'est bien l'illustration de l'aberration de ce projet. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur, puisque j'étais à l'époque élu local, à la fois au département et dans ma commune de Mercedin, en face le parc, et bien évidemment ici, depuis qu'on en parle depuis 2 ans. Je voudrais rappeler également que ce projet se situe dans le périmètre du parc naturel marin des estuaires de la Plaine Picarde et de la Côte d'Opale, autrement dit un périmètre qui a été clairement identifié comme étant extrêmement riche en termes de biodiversité qu'il fallait sauvegarder. C'est la raison pour laquelle on a mis en place un plan de gestion assez ambitieux, et les marins-pêcheurs, notamment Olivier Becquet, participaient au parc marin pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois, jusqu'au moment où nous a retiré le droit de veto pour renvoyer le droit de veto à l'Agence française pour la biodiversité, qui naturellement a voté, a validé ce parc, alors que nous-mêmes, nous avions émis un avis simple, en l'occurrence, qui était défavorable au parc, et ça a généré bien évidemment une crise de gouvernance, puisque nous avons tous démissionné du parc marin à cette occasion-là. C'est à la fois une zone riche en biodiversité dont l'État s'est contrefichu, hein, indiscutablement il faut le dire, et naturellement la zone de pêche. Également, Monsieur le Président, un impact sur l'économie touristique, dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé, puisque c'est la porte d'entrée de la baie de Somme. Hein, ce parc sera la porte d'entrée de la baie de Somme. Baie de Somme, l'une des plus belles baies du monde, hein, dans les 12 premières plus belles baies du monde labellisées, mais également grand site de France. C'est dire que globalement, cette espèce de rouleau compresseur de l'État écrase toutes les labellisations que l'État lui-même avait réussi à mettre en place et sur lesquelles on s'était globalement plutôt mis d'accord. Moi, je rappellerai aussi, je voudrais dénoncer à ce micro toute la procédure que l'on a subie, si je puis dire, depuis 2008, 2 débats publics. Donc un premier, effectivement, sur un périmètre où tout le monde s'est accordé pour dire que ce périmètre n'était pas le bon, ça c'était en 2008, mais ce qui n'a pas empêché l'État, dès 2014, de relancer un appel à projet sur le même périmètre. Donc quand on se trompe une fois, c'est pardonnable, mais 2 fois de suite, tout de même, c'est un peu fort. Donc en l'occurrence, effectivement, Olivier l'a rappelé, le parc est parti un peu plus vers Dieppe pour épargner une partie du parc marin, mais cela étant, l'impact reste le même et extrêmement fort. L'enquête publique également, puisque l'enquête publique, où les gens se sont plutôt exprimés défavorablement, mais le rouleau compresseur de l'État, là aussi, a tout écrasé. Je rappellerai également que toutes les collectivités, en tout cas celles de la baie de Somme, se sont opposées à ce parc. Le conseil départemental, le conseil régional, tout le monde s'est opposé, mais peu importe, il fallait passer, le rouleau compresseur, là encore, à tout écraser. Moi, j'ai une question que je pose de temps en temps en commission développement durable, c'est la compatibilité entre cette production dite décarbonée et la restauration de la biodiversité. Puisqu'en l'occurrence, je crois que les marins-pêcheurs l'ont suffisamment exprimé encore ce matin, c'est une zone extrêmement riche, et les autres zones, j'imagine qu'elles le sont tout autant, puisqu'elles sont poissonneuses. Par définition, les poissons ne vont pas là où il n'y a que du rocher, et pour autant, on va bétonner, on va fracasser, et ça sans état d'âme. Autre question, mais la commission d'enquête a beaucoup travaillé sur ce sujet. On est parti, je crois, d'un seuil à 230 euros, on est à 150 euros, on vient d'attribuer Dunkerque à 45 euros. Moi, la question ouverte que je pose, mais j'imagine qu'on peut difficilement y répondre ce matin, c'est quel serait le coût de l'abandon de ces 6 projets qui, de toute évidence, sont hors marché. Hein, on est 3 fois plus cher que le marché. Enfin, au moment où on se pose tous des questions de financement et d'équilibre de nos comptes publics, je crois que c'est une vraie bonne question qu'il faut porter, qu'il faut en tout cas relayer. Également sur ce qui était développé à l'instant, moi j'aimerais que vous nous parliez peut-être plus en détail de l'approche globalement des conscienciums vis-à-vis de vos métiers. Je crois que c'est un vrai sujet également. De quelle façon en sommes-nous arrivés là, avec non seulement des conflits d'usage, mais des conflits qui sont totalement cristallisés aujourd'hui. Je ne vois pas comment on peut sortir de ces situations. On évoque le fait qu'il faut se parler, mais quand nous, on a parlé pendant des dizaines d'heures et que personne ne nous a jamais entendus, je ne sais pas comment on peut avancer. Rien n'a été concédé. Rien n'a été concédé. Moi, je voudrais également dire que les marins-pêcheurs du Tréport, enfin, et de la zone de Dieppe, globalement, ont été extrêmement responsables, puisque vous avez proposé un autre site, la pointe d'Ailly, qui est effectivement une zone sur laquelle il y a peu de pêche, et rien n'empêchait l'État. On en a parlé au ministère, Olivier, on était ensemble au ministère devant les 2 ministres d'État en charge de ces sujets-là. Comment déplacer le parc de façon à ce que, globalement, il y ait plutôt consensus. Mais là encore, on n'a pas voulu nous entendre. Donc je crois que tous les ingrédients sont là pour dire que c'est un mauvais projet, et globalement, tout le monde s'accorde pour dire que c'est un mauvais projet, mais on continue.
Et donc, globalement, ne nous étonnons pas aussi d'avoir des citoyens en colère sur nos giratoires quand on procède de cette façon-là dans la gouvernance publique. Oui, je voulais répondre à votre question par rapport à la façon dont les choses se passent. Figurez-vous que nous, on a quand même, on trouve aberrant le fait que vous avez des consortiums qui justifient des dépenses extraordinaires pour faire tout un tas de choses, pour mettre en place. Ok, ça fait partie de leur travail. Ce sont des sociétés quand même, a priori, qui ont les moyens de faire des études. Mais comment vous expliquez qu'ils vont jusque dans les écoles pour voir les enfants, ils envoient des personnes, ce que je vous dis, je jure 2 fois, 10 fois, parce qu'on a eu le témoignage d'une élève qui est venue il y a 15 jours au Tréport, lorsque la nouvelle délégation du nouveau débat public pour le nouveau gigawatt qu'on va mettre en mer au large de la Normandie. Donc le président de cette nouvelle délégation pour ce nouveau débat public, c'est monsieur Jean-Pierre Tiffon. Donc il est venu donc avec 3 autres personnes et on avait invité bien sûr des pêcheurs et des femmes de pêcheurs, et une enfant de pêcheur est venue et a témoigné du fait que dans son école, pendant ses cours, donc sur le temps des cours, il y a une personne qui est venue et qui a fait la promotion de l'éolien. Voilà. Aucune question à poser, pas le droit de poser de questions. C'était un monologue. Voilà, il faut le dire. Et nous, on le dénonce. Voilà. Pardon ? C'était quel niveau de classe ? Alors, c'est une élève de 15 ans. Voilà. Donc, ouais, un lycée ? Collège. 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 D'accord. Collège. Mais du coup, quand même, dans le cadre de l'éducation nationale, il peut arriver qu'on puisse avoir intérêt à faire venir un intervenant extérieur pour expliquer un sujet qui peut avoir du sens dans le cadre de l'école. Enfin, à un moment donné, quand vous avez justement des enfants qui voient les parcs éoliens, ça peut être justement, enfin, moi j'ai été enseignante, c'est un truc que j'aurais très bien pu faire dans le cadre de ma classe, et avec les meilleures intentions du monde. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est un process manipulatoire et que... Écoutez, Enfin, voilà, alors si ça fait partie d'un cours, vous avez des exposés, il y a un échange, alors là ce sont les enfants, et moi là j'avais le témoignage des enfants, mais on le sait que c'est comme ça. Et les enfants, pas le droit d'enregistrer, pas le droit de faire de photos, on leur dit, voilà, c'est comme ça. Et eh bien, on le fait repartir. Alors, excusez-moi, pour répondre à votre question, on parle de l'éolien. Moi, j'étais scolaire, on ne nous parlait pas du nucléaire. Oui, à l'époque de De Gaulle, bon, voilà, on ne nous parlait pas du nucléaire. Et pourtant, des centrales nucléaires sont là. Voilà. Après, si vous voulez... il ne vous a, pardon, mais pas échappé qu'il y a des choses qui ont changé dans l'éducation nationale dans le temps, et que faire intervenir des intervenants extérieurs pour rendre les cours plus vivants, pour faire en sorte qu'ils puissent être mieux éclairés, etc., c'est des choses qui ne se pratiquaient peut-être pas, effectivement, à l'époque du général. Ça peut se produire. Par ailleurs, dans le cadre, dans le cadre de l'éducation nationale, il n'y a pas d'intervenant qui vient dans une école sans que l'enseignant soit associé au projet et que lui-même garantisse de l'intervention avec un projet pédagogique. Ça ne se produit pas. Et donc, du coup, ce que j'aimerais savoir, c'est exactement de quelle école vous parlez, qu'on puisse demander éventuellement des comptes au chef d'établissement, parce qu'il ne peut pas avoir des gens qui viennent sans projet pédagogique, sans raison liée au programme. Honnêtement, ça ne se produit juste pas. Donc, je pense que dans ces cas-là, et encore, si tout enseignant est maître de la manière dont il décide de la manière dont il va faire son cours. C'est-à-dire que s'il considère qu'il ne va pas tenir l'intervenant trop longtemps et que le temps des questions-réponses est celui qui doit être fait avec l'enseignant, c'est quelque chose, encore une fois, dont il est maître. Je trouve que là, les insinuations, vraiment, parce que pour avoir été enseignante, je trouve que ça va un peu loin.
Dans la mesure où on peut faire venir des gens extérieurs pour amener un témoignage éclairant aux élèves et que tout ça, quand même, il faut faire confiance aux enseignants. C'est pas des gens qui vont en règle. Enfin, c'est pas OK Coral, l'éducation nationale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le sujet. Excusez-moi, je comprends tout à fait l'affection que vous avez pour l'enseignement et moi-même, je donne des cours et vous voyez, donc je partage votre avis. Maintenant, on ne fait pas dans l'éducation nationale des cours sur la pêche. La pêche, c'est aussi une activité, vous voyez. Là, oui, sauf que là, on distribue des petites éoliennes aux enfants. Voilà. Alors le collège, écoutez, c'est la fille de Morgane Kennel, pardon, qui est le patron du Majoli, et il sera très aisé pour moi de vous donner tout à fait plus de détails par rapport à cette activité, enfin ce principe qui n'est pas un cas isolé. Voilà. Ce n'est pas un cas isolé. Aussi, juste pour répondre par rapport à votre question, M. Aubert, au niveau de la façon de procéder des consortiums, quand on va vers la SNSM, alors on distribue la SSM. L'école de voile du Tréport, on donne des sommes, plusieurs milliers d'euros à l'école de voile, avec un stand dans l'école de voile, les éoliennes, etc. Voilà. Bon, nous, excusez-nous, mais on trouve ça un petit peu fort de café. Alors là, ce qu'on se rend compte, c'est que ces gens-là ont des moyens pour faire leur promotion. Voilà, des moyens colossaux qui nous font peut-être payer par la facture CPSSP, la contribution, voilà. Mais, pardon. Voilà, bon, enfin, il y a une contribution sur nos factures pour payer voilà, tout un tas de choses. On trouve ça pas logique. La CSPE? Voilà, c'est ça, merci. Non, mais c'est plus financé par la CSPE aujourd'hui, c'est financé par votre facture de carburant. Bon, alors, mais rassurez-vous, nous n'avons pas baissé la CSPE. Elle part toujours au budget de l'État. L'État s'est inventé une nouvelle taxe, mais il ne les enlève jamais. La vignette, c'est une grande... Alors, créer de l'adhésion en allant distribuer... Il y a des patrons pêcheurs, soyons pas dupes, il y a des patrons pêcheurs qui pensaient que quand ils ont entendu parler qu'il y aurait des compensations pour accepter, il y a des patrons qui pensaient qu'ils allaient se faire un bateau neuf. Oui. Bon, on a eu conversation avec EDF, parce que nous, compensation, alors expliquez-nous le schéma. Alors EDF nous dit, bon ben voilà, il y aura, en fonction des navires qui pourront démontrer l'impact avéré en fonction de leur activité, il y aura pour la période du chantier, 3 années de chantier, une compensation de 7 500 € pour le navire. L'équipage, on ne sait pas, 7 500 €, voilà. Et ils affirment que de toute manière, ça ne pourra pas être plus. Donc, alors ça, c'est pas des compensations. Enfin, je veux dire, ça, c'est n'importe quoi. Et effectivement, on rejoint tout à fait ce qu'a exprimé M. Gendreau, c'est que les pêcheurs, quand vous leur parlez, ils veulent faire leur métier. Voilà. Surtout que c'est un métier qui est une réelle activité liée avec la nature. Effectivement, on produit, mais voilà, c'est aussi pour nourrir la population et de grâce que ça ne se fasse pas sur les secteurs où les navires sont censés produire. Bon. Si je peux vous voulez parler, permettre d'intervenir 2 secondes sur les méthodologies effectivement des consortiums. Le consortium Emine, qui est donc actif sur le projet de Noirmoutier, a financé le Vendée Globe. Alors c'est possible, c'est son droit. En 2016 pour une somme de 500 000 €. C'est pas quelque chose qui est inventé, c'est quelque chose qui est concret et qui est prouvable. Donc voilà, ça fait partie aussi de tout cet environnement autour de ces projets qui sont quand même qui interpellent et qui posent des questions. Également pour démontrer l'impact, la force de ces lobbies, c'est la censure dont on a été fait part par le journal Ouest France. On a souhaité, avant une manifestation qui a lieu à Noirmoutier en avril 2018, qui a réuni 500 personnes, fait paraître une annonce dans le journal Ouest France, qui était cette annonce-là, qui était nette ouverte en fait à Monsieur le Président et au ministre et du gouvernement. Et on a été censuré par Ouest France à 3 heures de la parution du bouclage du journal. On a été censuré au motif que le texte qu'on avait dans cette annonce était contraire aux intérêts du journal. Sous-entendu, Emine
Engie est un annonceur important dans le journal Ouest France. Pas question pour nous de faire paraître un texte qui va à l'encontre des intérêts. Donc, si vous voulez, on est dans un environnement quand même. Vous avez le document de... Non, vous avez le texte. Vous avez le document de Ouest France? La réponse écrite, c'est une réponse écrite? Je pourrais tout à fait. Parce que mon avocat est intervenu. Et si vous voulez... Alors, on est, malgré tout, comme on avait réservé la page, on n'a pas voulu laisser page blanche, donc on a convenu d'un texte qui était tout à fait édulcoré, rien à voir avec le texte initial, mais c'est pour montrer, si vous voulez, la méthodologie quand même, les méthodes qui sont utilisées par ces groupements en général. Par ailleurs, il y a un point qui n'a pas été abordé, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de laisser ces projets portés par essentiellement des intérêts étrangers, hein, puisque sur le projet qui nous concerne à Noirmoutier, 30% du promoteur, au départ, c'est un projet qui était porté par Engie et EDPR, qui est un groupe portugais d'énergie, et au fil du temps, les porteurs de projets se sont délités, où les actions ont été revendues du projet. Et aujourd'hui, le projet est porté à 30% par Engie, 30% par des intérêts chinois, et 30% par des intérêts japonais, Sumitomo. Donc, on est en train de laisser à 15 km de nos côtes des projets portés par des intérêts étrangers. Alors, j'ai rien contre les étrangers. J'ai 34 nationalités différentes dans mon entreprise. Donc, j'ai exactement rien contre les étrangers. Mais est-ce bien prudent de laisser l'indépendance énergétique de la France entre les mains de groupes étrangers? Les engagements qui sont pris de démantèlement dans 20 ans, 25 ans, qu'en sera-t-il? Croyez vraiment que dans 20 ans, 25 ans, on aura la capacité, nous, d'imposer à des groupes chinois de démanteler correctement les projets? Personnellement, je ne le crois pas. Ne soyons pas naïfs. On sait très bien, et on le vit par les subventions qui sont données à des groupes étrangers. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, les engagements s'évanouissent. Madame le rapporteur. Écoutez, déjà, je voudrais à nouveau m'excuser d'avoir pas pu assister à l'ensemble des propos liminaires, d'autant que pour moi la pêche a été infructueuse ce matin. Donc voilà. Néanmoins, vous avez parlé de la destruction de la faune marine et comme j'ai raté votre propos liminaire, je suppose que vous avez pu proposer des chiffres, des rapports, des éléments scientifiques qui démontrent tout ça. Et du coup, simplement me redonner les références pour que je puisse aller les rechercher, etc. Parce qu'effectivement, c'est important, vous l'avez dit, Monsieur le Président, qu'on puisse écouter les citoyens qui ont beaucoup de choses à dire sur l'ensemble des ENR. Et néanmoins, c'est aussi notre travail de vérifier avec rigueur d'où viennent les propos, parce que comme je pense que vous pouvez en être d'accord, il peut y avoir à la fois beaucoup d'émotions dans ces sujets, parce que c'est pas évident quand on a son cœur d'activité qui est contraint par une nouvelle activité, ce qui semble être le cas pour vous. Enfin, évidemment, les choses tiraillent et tout le monde, du coup, réagit en réaction. Donc, j'entends bien le sentiment que vous pouvez avoir et qui semble avéré d'avoir une bataille de David contre Goliath, en fait, d'avoir le sentiment de ne pas être à armes égales vis-à-vis de ce que, comment dire, de la menace qui vient sur votre activité. Donc ça, j'entends. Voilà, j'ai entendu beaucoup de choses sur les sujets donc de communication qui ne vont que dans un sens, qui ne laissent que finalement peu de place à des avis contraires. Néanmoins, comment est-ce que vous vous structurez pour arriver à communiquer à votre tour dans les territoires? Est-ce que vous-même vous organisez puisque finalement toute stratégie de communication, parce que dans une autre vie j'ai fait de la com, toute stratégie de
de communication est structurée. Est-ce que vous-même, vous organisez des réseaux de communication inverses? Alors peut-être que vous n'avez pas dans les écoles, mais vous pourriez proposer des enseignements sur les métiers de la pêche, et expliquer en quoi ça peut... parce que voilà, c'est des choses qui pourraient intéresser les enseignants également. De la même façon, est-ce que vous avez une méthodologie qui vous permet d'aller rencontrer, par exemple, les élus pour porter votre parole? Quels sont en fait votre process, enfin vos process d'information et de réponse? Monsieur Tréorel, et qui d'autre veut répondre également? Merci de m'avoir Monsieur laissé la Becquet, parole. monsieur- Comment donc le process aujourd'hui, on s'est quand même créé en collectif. Nous ne sommes pas restés, comme vous dites, on essaie de se faire entendre. Déjà, nous avions rencontré le directeur de l'énergie de notre président le 20 juin, quand il était venu au Cap Fréhel. Donc déjà, c'est déjà un grand point. Et nous avançons et nous, bien sûr, nous n'avons peut-être pas les mêmes armes que les consortiums, mais ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, nous essayons de promotionner notre pêche en permanence et en fait, de pouvoir montrer aux gens ce que eux n'ont pas eu le temps de lire entre les lignes sur les grands dossiers de 1000 pages pour pouvoir, dans des enquêtes publiques. Et aujourd'hui, on est là aussi pour aiguiller les gens vis-à-vis de ça. Et on fait que ça, que de promotionner chacun à son association, chacun, on crée notre collectif, on s'ouvre à tout, on monte jusqu'en Commission européenne, on va partout pour pouvoir se faire entendre. Voilà, aujourd'hui, on est en suspens de pas mal de choses. Maintenant, ce qu'on attend, c'est d'être réellement entendu. Mais croyez-nous, dans la communication, nous faisons le nécessaire. Est-ce que vous savez évaluer le coût de cette mobilisation pour vous? Le coût, c'est la générosité des gens et des gens de la profession qui nous permettent de continuer à avancer. Et le coût, bien sûr, nous reste pour nous discret. Donc votre association, vous avez donc des gens qui cotisent pour vous permettre du coup d'avoir une mobilisation, et donc quel est le budget dont dispose votre association? Comme je vous l'ai dit, je garderai cela en secret. Je ne divulguerai pas les montants de l'association à aucun moment. Je crois que vous êtes tenu de répondre en fait dans le cadre de la commission d'enquête, il me semble. On va vérifier avec l'administrateur, mais je crois que dans le cadre de la commission, et honnêtement, il n'y a pas de... Ah non, il y a de la pas même de... façon que les entreprises Après, on publient essaie leurs de... comptes, Non, bien sûr. Ouais, mais en plus, je ne suis pas le trésorier, je ne suis que le président, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi de répondre sur le chiffrage de l'association que je n'ai pas avec moi. Ce que je propose, c'est que vous nous fassiez parvenir les chiffres, sachant qu'on ne le mettra pas dans le rapport. Mais pour votre information, une entreprise éolienne que nous avons auditionnée cette semaine nous a donné son chiffre d'affaires, le montant de ses réserves, sa rentabilité. Voilà. Donc on peut aller vérifier, mais je crois que devant une commission d'enquête, il est assez malaisé de refuser les informations qu'on vous demande. Non, mais on le fera sans aucun souci. On pourra vous transmettre tous les papiers et documentation nécessaires pour que vous puissiez vous renseigner. C'est simplement à des fins de transparence pour évaluer le rapport de force dans lequel vous êtes, pour regarder de quel budget vous disposez pour arriver à défendre vos idées, et en contrepartie, comment vos opposants, et avec les budgets qui sont les leurs éventuellement en communication, pour savoir si effectivement il y a une forme un déséquilibre vraiment majeur dans le cadre de... Voilà, donc c'est pas une question piège. Non, mais voilà. je pense justement que c'est déjà d'une part, je ne peux pas vous dire les chiffres exacts parce que, un, je ne les ai pas en tête. Deux, cette proposition de vous envoyer les détails pour que vous puissiez vous faire cette idée, ce sera sans aucun souci. Chers collègues, Oui, simplement pour répondre à votre interpellation sur l'impact sur la biodiversité. Moi, je vous conseille de reprendre le rapport qui avait été présenté devant le parc naturel marin des estuaires de la Plaine Picarde et de la Côte d'Opale concernant le projet du Tréport, et qui avait motivé notre refus, notre vote négatif sur l'acceptabilité, puisque on avait étudié avec tous les techniciens du parc, les scientifiques du parc pendant plus d'1 an ce qu'il en sait. Et je pense que là, vous allez trouver effectivement une mine d'informations, et ces informations vous démontreront que le projet n'est pas acceptable.
Et d'ailleurs, vous disiez que malgré tous ces avis, le projet était allé à terme. Alors, en réalité, il y a eu un tour de passe-passe des services de l'État, puisque on nous a vendu le parc il y a une dizaine d'années en évoquant le fait qu'on avait un droit de veto quant aux installations qui figureraient effectivement dans le périmètre du parc et qui seraient incompatibles avec le plan de gestion que l'on avait eu tant de mal à mettre en place. Et au moment où l'ordre du jour appelait à nous prononcer sur le projet du parc des éoliennes en mer, l'Agence française pour la biodiversité a repris le droit de veto. Donc au lieu d'émettre un avis conforme, on a émis un avis simple. Et l'AFB a émis un avis conforme, favorable au parc. Voilà, vous imaginez le niveau de colère, ce qui a généré, je l'ai évoqué tout à l'heure, Olivier en était, la démission collective. Moi, j'étais effectivement également au titre des collectivités territoriales membres de ce parc. On a tous démissionné. Bon, et après, effectivement, il a fallu reprendre un peu la main et remettre en place une gouvernance, mais on a perdu un certain nombre d'acteurs et Olivier n'a pas souhaité venir resiéger au parc puisque on nous avait en quelque sorte court-circuité quand les décisions importantes étaient à prendre, ce qui n'est pas très élégant de la part de l'État. Moi, si j'ai la parole, mais j'en profite pas du tout, Madame la Présidente, mais une autre question me vient par rapport à ce qui était évoqué, puisque on nous dit, alors qu'on nous vend le contraire, que la zone de pêche ne serait pas impactée dans 3 ans pour un nouveau pêcher. Bon, en tout état de cause, la vraie question, c'est de savoir si on a négocié aussi cette partie du dossier. Puisque globalement, les zones de pêche, le Brexit, c'est un dossier extrêmement problématique aujourd'hui, hein, au-delà de l'éolien. Le Brexit dans la Manche, on sait très bien que une partie de ce qui est pêché, c'est aujourd'hui dans le périmètre des eaux anglaises. Ça va fortement impacter. Est-ce que les négociations ont été menées? Parce que l'État nous dit, on nous répond régulièrement que non, bien évidemment que non, les zones resteront ouvertes à la pêche. Les professionnels nous disent qu'en aucun cas ils pourront aller pêcher. Donc si on ferme des zones à la pratique de la pêche, ça sous-entend, j'imagine, juridiquement que ces choses-là soient actées. J'avoue que je ne suis pas spécialiste sur les questions juridiques et là aussi on pourra essayer d'expertiser votre question et de se retourner vers des gens qui pourront nous éclairer là-dessus. Oui, merci. Je voulais répondre à votre question par rapport à comment on s'exprime. Bah, écoutez,